Bonjour Jean-Philippe Kevorkian. Donc Jean-Philippe, c'est Oui, vraiment c'est avec ça. beaucoup de plaisir que je t'interviewe en fait en tant qu'ami et collègue. Tu es cardiologue, tu travailles dans une unité de diabétologie à Lariboisière depuis de nombreuses années et tu as 60 ans. Alors, je vais te poser quelques questions hein, sur ton histoire pour briser ce tabou et nous aider à avancer, nous, à partager ton expérience pour aider d'autres collègues qui se posent des questions sur l'impact du soin sur leur vie. Alors, Jean-Philippe, avant donc le Covid, c'est vrai que tu as une expérience du Covid très particulière, mais avant le Covid, as-tu eu dans ta vie professionnelle, depuis ton internat, à gérer des cas de décès? Euh, J'allais dire oui, évidemment, comme nous tous, Thibaut, mais beaucoup, oui, beaucoup. Incontesté. Et dès le début de mon internat, dès ma première garde comme interne, euh, j'ai euh, j'ai été amené à faire un constat de décès et je me suis trouvé seul la nuit face à une patiente qui venait de décéder, que je ne connaissais pas, dans un service d'hématologie. Et mon angoisse initiale, ça a été d'être capable de dire qu'elle était bien décédée. Et c'est une angoisse qui me poursuit toujours encore aujourd'hui. J'ai euh, laissé tomber cette parole définitive qui consiste à dire ça y est, c'est fini, il est parti, il est décédé. C'est un moment crucial et toujours un peu angoissant pour moi parce que j'ai le sentiment que c'est moi qui dit la fin. Et j'ai eu probablement besoin aussi de prendre un peu de temps pour faire le diagnostic du décès et une petite, euh, peut-être une petite minute de recueillement devant la vie qui vient de partir. Voilà. Et donc, oui, depuis cette première garde, ce premier constat de décès, oui, j'ai constaté beaucoup, beaucoup de décès et j'ai perdu beaucoup de patients. Ouais. Et Tu ces as une derniers idée mois, du... beaucoup avec le Covid. Alors, avant le Nombre. Covid, ouais, le nombre à peu près, enfin, pour avoir une idée Eh ben, de... je vais te dire, Thibaut, probablement depuis que je suis chef de clinique, à peu près globalement, à une époque, on faisait un décès par mois. Depuis que je suis exclusivement dans le service de diabétologie à Lariboisière, évidemment, on a beaucoup moins de décès. Quoique, tu sais, non, beaucoup moins de décès. Je pense qu'on a peut-être par an 5 décès dans le service, tu vois, des décès de patients. Alors, excuse-moi du terme, hein, mais un peu attendu parce que c'est des Hmm. patients diabétiques, multicompliqués, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, chroniques terminaux, qui viennent très souvent pour des plaies de pied graves. Voilà le type de patients qu'on finit par perdre dans le service, des diabétiques, quand même, excuse-moi du terme, hein, gravissime, Hmm. gravissime. Et dans cette expérience, donc encore une fois avant le Covid, est-ce que tu as eu des décès qui ont été marquants dans leur mode de survenue Oui, ou dans le lien que tu avais avec ces patients qui t'accompagnent maintenant? oui. Euh, je, je vais juste donner un exemple, si tu permets, ce qui me permettra d'ailleurs d'avoir une petite pensée pour cette jeune femme. Et tu vois, je te disais, les patients que nous perdons dans le service de diabétologie, c'est nécessairement, enfin nécessairement, excuse-moi du terme, mais ce sont des patients particulièrement graves, aux complications sévères. Et j'ai le souvenir d'une jeune femme il y a maintenant 4 ans, 32 ans, une jeune femme type 1, avec des complications multiples, euh, que chacun ne m'en veuille pas de ce que je vais dire, mais une très jolie et charmante fille, qui avait une histoire personnelle compliquée, euh, qui avait depuis l'âge de, je crois, elle était diabétique depuis l'âge de 18 ans, 16 ou 18 ans, qui avait donc, quand elle est décédée, quand nous l'avons perdue, elle avait 32 ans, tu vois, elle avait 15 ans de type 1, qu'elle avait laissé complètement partir à la dérive, donc elle avait de multiples complications, et nous l'avions dans le service pour une plaie de pied qui s'est aggravée, que nous n'avons pas réussi à contenir. Elle perd un orteil, puis l'avant-pied, puis la jambe, puis la moitié de la cuisse, et elle finit par décéder en réanimation. Et
Et je ne l'ai pas abandonné en réanimation, Thibaut. Parce que pour moi, pour nous, pour l'équipe, il n'était pas question de la perdre. Et on s'est beaucoup battu. Et même quand elle était en réanimation, alors que ce n'est pas classique, hein, c'est nous qui descendions faire les soins de plaie-de-pied. Et puis elle est décédée parce qu'elle était au-dessus de toute ressource thérapeutique. Et je me rappelle, j'étais triste, mais ça n'a pas grande valeur de dire ça, mais je me rappelle que ce jour-là, on s'est senti obligé, ma collègue diabétologue qui s'occupait d'elle, s'est sentie, elle est décédée un samedi matin, excuse-moi pour que les choses soient très claires, et nous n'étions pas d'astreinte, ni ma collègue ni moi-même, mais nous sommes revenus à la Rivoisière, juste pour se retrouver, pour avoir une pensée pour cette jeune femme qu'on appelait, que moi j'appelais la petite, avec derrière son nom de famille, que j'ai jamais appelé par son prénom pour garder une distance. Mais voilà, et tu m'as demandé un souvenir, j'ai celui-ci. Il a été extrêmement douloureux pour chacun de nous, pour les infirmières, les aides-soignantes. Voilà, on perdait une jeune femme charmante, jolie, souriante, rayonnante, et mais qui n'avait pas accepté son diabète et que le diabète a emporté. Et elle reste dans ma tête en permanence. Et je raconte ça, Thibaut, pas en ayant... Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Il y a, est-ce que tu t'es senti impuissant? Est-ce que tu t'es senti coupable? Je me suis senti impuissant, mais cette impuissance, ça a été un moteur pour moi parce que je me suis dit constamment, excuse-moi de faire personnel, constamment, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas la perdre, on peut pas la perdre, on va se battre jusqu'au bout, on va lui donner de l'énergie pour que elle accepte de perdre après l'orteil, qu'elle perde le pied, parce qu'il faut l'aider à ça. Mon impuissance a été un moteur. Et puis mon impuissance s'est révélée effective et on a fini par la perdre. Mais j'ai pas non plus de culpabilité ou très flou, tu vois, tu te dis, est-ce que je suis intervenu, est-ce que j'ai pas laissé traîner, est-ce que j'ai fait le bon geste au bon moment? Et puis à la fin, je me raisonne et je me dis, écoute, et parce qu'on m'a aidé à raisonner aussi, mon entourage personnel et professionnel m'a aidé à cela, à prendre de la distance, à relativiser, à regarder objectivement les choses. La situation était très mal engagée, l'état général était extrêmement dégradé, et donc tu finis, et puis c'est ma tendance naturelle, tu finis par accepter. Mais tu mets un peu de temps, voilà, tu mets un peu de temps. Et je la garde au fond de moi, parce qu'elle a été une expérience pour elle, ça a été une expérience exceptionnelle pour moi. J'ai vu jusqu'où j'étais capable d'aller. Et ce que je vais dire est peut-être très prétentieux, mais ça m'a un peu rassuré aussi pour moi. Je n'ai pas abandonné. Voilà aussi une chose très importante pour moi. Pour moi, je ne parle que de moi. Excuse-moi, Timbo, c'est très personnel. Ah bon, Et je t'écoute. je ne veux pas que mes patients aient le sentiment que je les abandonne. Il faut faire, l'expression va être terrible, mais non, je ne vais pas utiliser cette expression. Il faut aller jusqu'au bout. Et quand tu vas jusqu'au bout, c'est depuis le jour où le patient ou la patiente se présente à ta consultation ou en hospitalisation jusqu'au dernier jour. Je me sens responsable de mon patient et donc je n'abandonne pas, même si la mort est compliquée à vivre. Je ne veux pas, je veux trouver les ressources et la force pour les accompagner jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, je me Bon, sens médecin. Comme ça, je me sens médecin, Thibaut. Je ne veux pas qu'on ferme la porte. Je vais utiliser une autre image. Je ne veux pas avoir le sentiment de fermer la porte sur quelqu'un qui va partir. Tu vois, et on ferme la porte et on fait comme si il ne se passait rien de grave. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'on ferme la porte. Voilà. On rentre dans la chambre et on assume tout jusqu'à la fin. Voilà. Et j'allais dire, tu vois, notre propre difficulté, la tristesse, le chagrin, la douleur
On sent ça. Pour certains de nos patients, on sent ça profondément. Je ne veux pas que ça prévale à la douleur, à la souffrance de celui qui va partir, de celle qui va partir. Je ne veux pas ça. Leur douleur, leur souffrance, leur angoisse est plus importante que la nôtre, Thibaut. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de passer par-dessus nos angoisses et notre refus de regarder la mort en face, la vie qui part, notre refus de voir la vie qui part. Il faut, la vie va partir, il faut l'aider à partir dignement, correctement. Oui, je crois que c'est un point effectivement important que tu soulignes, Jean-Philippe. Et c'est vrai qu'on est de nombreux médecins à travailler et à être confrontés à la mort, et on a tous effectivement nos difficultés. Et pour certains, ça peut être effectivement difficile. Et tu précises bien que toi, tu refuses d'abandonner, et c'est vraiment très beau. Alors, J'espère. et bravo. Mais dans tous ces décès que tu as eus, est-ce que par moment, on voit ta force, hein, ta résilience, c'est vraiment très impressionnant, mais est-ce que tu as été affecté par un moment de tristesse ou voire même de dépression par rapport à un de ces décès? Tu as toujours réussi à faire face comme ça? Non, je vais te dire, j'ai en tête deux décès très particuliers. Deux de mes patients et deux de mes patients qui sont des collègues. Et j'étais devenu leur médecin. Et les deux ont décidé ont décidé du moment de leur départ, Thibaut. Deux médecins exceptionnels, crois-moi, deux chirurgiens totalement exceptionnels, qui m'avaient fait, je le pense vraiment, l'honneur de me choisir comme leur médecin personnel. Et puis, les deux ont décidé de partir. Et ils m'ont demandé d'être présent au moment de leur départ, Thibaut. Et à chaque fois, j'ai pleuré. À chaque fois, j'ai pleuré. Quand j'ai quitté leur chambre, parce que tu sais, tu t'échanges avec eux. Oh non, tu sais pas, mais moi, j'ai échangé avec eux. L'un des deux, très directement. Voilà. Et on a parlé. Il était totalement conscient, un homme d'une intelligence exceptionnelle. Tu vois. Pas un seul moment, il a eu des variations, des manques de lucidité. Il était décidé et il m'a parlé comme s'il était dans son état strictement normal, intègre par ailleurs, sur le plan physique, alors qu'il ne l'était pas. Mais sur le plan intellectuel et psychique, il était totalement intègre. Et j'ai échangé avec lui. Il avait décidé, quand j'ai quitté, il avait décidé que ça allait s'arrêter. Et quand je suis sorti de sa chambre, j'ai pleuré, Thibaut. J'ai pleuré. Et puis, ça m'a fait du bien. Et ce que je vais dire est peut-être terrible pour ceux qui vont l'entendre, et je suis reparti presque comme si de rien n'était. Mais j'avais besoin, et je garde en souvenir ce souvenir très, très intense de ce moment avec lui dans sa chambre. Mais ça m'a permis, en fait, tu vois, de pleurer, ça m'a permis de me soulager et de pouvoir repartir. Et je l'ai refait très récemment, Thibaut, très récemment, et j'ai pleuré. Et je suis reparti. Voilà. Et quand tu as ces moments, en fait, très difficiles, hein, que nous vivons très souvent tous, hein, est-ce que tu as mis en place, en fait, des moyens, en fait, pour t'aider au sein de ton équipe, au sein de ta famille? Comment quelles ressources tu as, en fait, de religion, de yoga, de spiritualité, ou même d'alcool, par exemple, ou d'anxiolytiques, ou de psychiatres? Comment tu arrives à surmonter tout ça, toi qui, effectivement, Euh, vois une certaine sensibilité, humanité, qui fait forcément que tout ça a un impact sur toi? Comment moi, arrives-tu à surmonter ça? je suis très sincère, je ne fais rien de tout ça, Thibaut. Moi, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Donc, je raconte mon expérience aux uns et aux autres. Je n'attends même pas de retour, de réponse
à mes questions sous-jacentes. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Et en fait, tu sais, mon épouse que j'ai perdue il y a près de 10 ans maintenant avait une expression extraordinaire. La parole libère. Et je pense qu'elle avait raison. La parole libère et j'ai besoin de cette forme de libération. C'est ça qui me sauve, qui me protège, qui m'aide et qui me permet de repartir. Et je crois, ce que je dis est très sincère, Thibaut. Hein. Personne n'est obligé de me croire, hein. Mais non, j'ai pas besoin de toxique ou d'anxiolytique ou j'ai pas besoin de ça. J'essaye de trouver au fond de moi-même les ressources. Oui, les ressources vont aller se tourner vers qui alors? Vers ton équipe, vers des amis, où trouver ces ressources, où tu trouves ces ressources dans ton entourage en fait? Mon père, par exemple, j'ai perdu ma mère il y a quelques années, mais mon père, quasiment une des premières personnes à laquelle je parle de tout ça, mais aussi mes collègues, mon entourage très proche. C'est presque tout le monde en vrai, Thibaut, presque tout le monde. Voilà, presque tout le monde. Ça peut être toi, éventuellement au détour d'un couloir, mais bien sûr, Thibaut, mais bien sûr, pour deux raisons. D'abord parce que, j'allais dire, tu es de ma famille, parce que je considère que pour moi, tous les médecins sont de ma famille. Et puis parce que je connais ta sensibilité. Donc, voilà, tu es le genre de personne à laquelle je pourrais m'adresser pour raconter. Et parfois même, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, pas immédiatement après l'événement grave, Thibaut, mais après. Et puis, d'une certaine façon, tu vois, ça te permet de t'exprimer, de faire sortir les choses. Et puis, c'est une forme aussi pas de recueillement, mais de petite pensée pour le patient qui est parti. Voilà, d'une certaine façon, peut-être je lui dis, je pense encore à vous. Voilà, ne croyez pas. Tu sais, je pense qu'on meurt quand plus personne ne pense à toi, Thibaut. On meurt vraiment quand plus personne ne pense à toi. C'est très beau ce que tu Voilà. dis, la parole se libère et en fait, je crois que tu donnes une des solutions aux collègues qui regarderont ce témoignage, c'est qu'effectivement, il faut parler en fait. J'espère. Il faut partager en fait, voilà, ce qu'on ressent et que le garder pour soi, en fait, à un moment, ça va sûrement revenir et de manière un peu désagréable. Oui. Alors, euh, on a discuté donc toute cette période avant Covid, donc effectivement, le Covid est passé par là. Et Jean-Philippe, toi, tu as été particulièrement investi dans le Oui. Covid. Peux-tu nous Oui. dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et comment le Covid, dans ton activité professionnelle et bien sûr personnelle, a changé ta vie? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai construit ça. Enfin, c'est pas j'ai construit ça. J'ai imaginé ça en 3 étapes. La première étape, c'est lorsque on m'a plongé ou j'ai plongé la tête la première dans le Covid au mois de mars 2020. Et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, une situation aiguë qui m'échappait totalement, face à laquelle j'étais totalement impuissant, et c'est pas difficile. Tout se résumait à tourner le robinet de débit d'oxygène. Voilà. Et ça a été très vite insupportable pour moi parce que c'était tourner le robinet, c'était la preuve de mon impuissance. Et vraiment, c'était insupportable. Surtout que je savais que ça servait. C'est pas que ça servait à rien, mais c'était pas une réponse thérapeutique. Enfin, c'était symptomatique, mais on savait très bien qu'on n'inversait rien et que chaque quart de retour de robinet rapprochait plus encore le patient de la réanimation où on savait qu'il allait mal. Donc, juste pour ceux qui nous écoutent, donc tu as été, ton unité de diabétologie a été Mais, transformée en unité tout à fait. Covid, c'est ça? Ou Exactement. tu avais combien de 16 lits. patients? 16 lits uniquement Voilà, Covid? on est une unité, on est sur 2 étages dans le service de diabétologie. On a un étage de 22 lits et un autre de 16. Moi, je suis responsable des 16 lits Covid avec une de mes collègues.
Et ces 16 lits-là, du jour au lendemain, ont été transformés en unité Covid. Donc, j'ai eu 16 patients aigus en insuffisance respiratoire aiguë Covid à partir du 25 mars 2020, pendant jusque début mai, dans mon souvenir. Voilà, quasiment 2 mois de Covid intense. Et c'était la première vague et un taux de décès et de transfert en réanimation absolument phénoménal. En fait, un patient sur deux décédait ou passait en réanimation, Thibaut, hein, tu vois, à ce moment-là. Ça a été insupportable. Et donc, cette étape-là, je me suis dit, la prochaine fois, ça ne se repassera pas comme ça. D'abord parce que j'avais appris des choses à titre personnel. Et il faut mettre le doigt d'ailleurs sur une notion fondamentale, c'est que les connaissances médicales et l'information médicale, la transmission des informations et des données a été absolument exceptionnelle de mon point de vue. J'ai appris un nombre de choses incalculables grâce à tous nos réseaux qui nous permettent de savoir à l'instant même où c'est publié quelles sont les données de tel ou tel, quelles ont été les expériences de tel ou tel, ce qui a l'air de fonctionner, ce qui a l'air de pas fonctionner. Et donc, la deuxième vague, quand même un peu plus riche de données médicales et thérapeutiques, cliniques et thérapeutiques, eh ben, je me suis lancé dans un protocole, j'allais dire, personnel, pas tellement personnel, parce qu'en réalité, les corticoïdes ont vite fait, enfin, on était très vite convaincu de l'utilité des corticoïdes, mais on a élargi ça. Et la deuxième vague, pour moi, a été plus simple. Plus simple parce que dès le départ, dans l'intervalle des deux vagues, j'avais construit une stratégie de traitement et j'attendais la deuxième vague. Excuse-moi de le dire de cette façon-là, avec impatience, parce que je voulais savoir si on allait tirer d'affaire plus de gens que ce qu'on avait fait. Et j'étais intimement persuadé qu'on allait le faire. Et cette deuxième vague a été extrêmement, excuse-moi du terme, mais satisfaisante. Voilà, je vais dire satisfaisante parce que l'hypothèse thérapeutique s'est révélée efficace. Et on est passé d'un patient sur deux qui décédait ou passait en réanimation à un patient sur trois qui passait en réanimation ou qui décédait. Ce n'est pas encore très satisfaisant, mais on avait quand même... non, c'était quand même satisfaisant. Donc, et puis la troisième vague, ça a été encore mieux parce que là on a renforcé considérablement notre stratégie. Et là, on n'est plus à 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 3. Là, on est à 1 sur 10, 1 sur 10. Ça, tu vois, mon impuissance de départ qui était insupportable, elle s'est transformée en une espèce de... Je vais dire un truc terrible, hein, Thibaut, qui va être probablement très mal interprété, mais de toute puissance. De toute puissance. Je ne dis pas que je détiens pas la vérité, parce que personne n'a la vérité, mais je ne dis pas que je détiens un pouvoir exceptionnel. Je dis que nous avons fait des progrès considérables qui nous ont ramené un peu à notre sentiment de départ, cette façon qu'on a probablement d'idéaliser la médecine, c'est que nous sommes tout puissants. Non, nous ne sommes pas tous, nous découvrons tous les jours que nous ne sommes pas tout puissants. Mais cette évolution-là m'a satisfait dans la mesure où je me suis senti en tout cas moins impuissant, plus efficace. Thibaut, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Hein. On a bien compris, Jean-Philippe. Mais si on revient sur cette première phase, qui effectivement, nous sommes soignants et pas sauveurs, et nous soignons avec les connaissances de la médecine au moment T donné où apparaît une maladie ou la maladie est à ce stade. Tu as parlé donc de cette impuissance. En plein moment de la première vague, comment toi et ton équipe avez surmonté ensemble cette horreur en fait de votre impuissance en fait face au nombre de cas que tu me décris? Je vais là encore peut-être illustrer notre état d'esprit au travers d'un exemple, Thibaut. Le deuxième jour mon deuxième jour d'activité Covid, on reçoit un jeune homme de
32 ans, sans aucune comorbidité, en surpoids, mais pas plus que n'importe quel homme jeune de 32 ans. Et il arrive en insuffisance respiratoire aiguë. Et dans les 24-48 heures qui ont suivi son arrivée, on est obligé de le transférer en réanimation parce que son état respiratoire se dégrade. Et à ce moment-là, au deuxième jour de notre activité Covid, dans le service, je sais rien faire, Thibaut, je sais rien faire, sauf dire il va pas bien, il désature, on va augmenter l'oxygène, on appelle le réanimateur. Voilà, je savais faire que ça. Et puis, je l'ai moi-même brancardé parce qu'il était en train de se dégrader, il était hors de question de le perdre. Je le brancarde moi-même en réanimation chirurgicale, puisque les 2 réanimations à la Lariboisière étaient évidemment totalement impliquées dans la prise en charge de ces patients-là. Et puis, je te raconte cette histoire parce que elle illustre un certain nombre d'aspects assez, je ne vais pas dire méprisables parce que le terme est trop fort, mais je trouve extrêmement discutable et critiquable de notre fonctionnement. Ce jeune homme est transféré en réachir, et là, il y a une espèce, tu sais, de déballage médiatique. Là, on veut montrer du patient Covid pour donner le sentiment qu'il se passe quelque chose de grave. Et écoute-moi bien, ce jeune homme, le hasard fait qu'une chaîne d'information en continu vient filmer la réachir. Et il filme ce jeune homme au moment où, quelques minutes, je crois, après, ou heures après qu'on l'a transféré dans le service de réachir, on le filme en train d'être intubé. Et tu sais quoi, Thibaut? À la télévision, au même moment, il y a sa maman et sa femme qui regardent cette chaîne d'information continue et qui voient et leur propre fils et leur mari intubés. Voilà, ils le reconnaissent parce que le visage n'a pas été flouté, me semble-t-il, dans mon souvenir. Je suis sûr de ça, Thibaut. Ça, c'est pas admissible. Et ce jeune homme va finir par décéder, Thibaut. Il va finir par décéder. Et ça nous est resté à l'équipe, nous en parlons encore, comme un souvenir extrêmement douloureux. Et pourquoi c'est un souvenir douloureux? Parce que ce jeune homme, en plus, quand on part, quand je fais rouler son lit dans le couloir pour l'amener à l'ascenseur, descendre en réachir, à ce moment-là, ma collègue qui est venue rhumatologue, qui est venue nous donner un coup de main, ça, c'est une très belle chose, hein. Il y a eu une solidarité exceptionnelle, hein, entre nous, hein, Thibaut. Et si tu permets, tu me le rappelleras à la fin, je te dirai une chose justement quelque chose d'un moment exceptionnel provoqué par cette situation. Mais à ce moment-là, je fais rouler le lit dans le couloir, et au moment où je l'amène à l'ascenseur pour descendre en réachir, son épouse appelle dans le service. Et c'est ma collègue rhumatologue qui prend le téléphone pour prévenir, qui profite pour prévenir son épouse qu'on est en train d'emmener son mari en réanimation chirurgicale. Et à ce moment-là, Thibaut, elle dit en pleurs à ma collègue rhumatologue, « Je vous en supplie, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Elle a 4 ans. » Et tu vois, je suis encore ému parce que cette petite fille, elle ne reverra jamais son papa. Et on en reparle de temps en temps avec ma collègue rhumatologue Thibaut. Et on se dit souvent, on va rappeler la femme de ce patient pour lui dire qu'on n'a pas oublié son mari et que la vie est probablement difficile pour elle et sa petite fille, mais qu'on ne l'a pas oubliée et qu'on ne l'a pas laissé partir sans faire tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai d'ailleurs, Thibaut. Mes collègues de réachir ensuite l'ont retransféré en réanimation médicale pour lui faire une ECMO qui a échoué, mais tu vois, on a vraiment tout fait. Donc, il y a un côté que j'ai trouvé lamentable, cette espèce de déballage médiatique. Et à côté de ça, l'émotion que chacun de nous a eue, je te parle de docteurs, mais les infirmières, tu sais, là encore, j'étais l'astreinte il n'y a pas longtemps, et on se remémorait l'histoire de jeune homme, Thibaut. C'est peut-être
après avoir raconté tout ça, pour dire que oui, il nous reste dans nos mémoires, pour certains, il nous reste dans nos mémoires tous ces patients-là, Thibaut. Et voilà, on peut dire beaucoup de choses désobligeantes sur nous, sur notre mode de fonctionnement, mais il y a aussi des choses pas si mal que ça. Voilà. Non, je crois que c'est vrai que, comme tu le dis, les soignants ont du cœur, en fait, et que Oui, même si nous sommes soignants, bah, nous sommes humains, et effectivement, on n'est pas insensible à tout ça, et on porte ces patients je avec t'assure, nous. oui, on porte ces patients avec nous. Je t'assure, Thibaut. Et ce qui est très beau de ce que tu dis, c'est à quel point tes ressources, en fait, ce sont en fait bah, les équipes avec qui tu travailles. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu nous parles beaucoup de tes collègues médecins. Comment s'organise en fait on a l'impression à t'entendre en fait que vous êtes une équipe très soudée. Et comment oui, ça la s'organise réponse est avec oui. les autres membres de l'équipe, les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires, enfin, comment Euh, arrivez-vous à partager tout ça ensemble? alors, je pense que les équipes infirmières et aides-soignantes ont été extrêmement perturbées. Euh, alors, c'est un avis personnel, donc il peut être complètement remis en cause, mais j'ai eu le sentiment que les infirmières et les aides-soignantes étaient extrêmement traumatisées, angoissées par la gravité de la situation, quelque chose qu'elles ne comprenaient pas, se trouver seules face à des patients en détresse, c'est extrêmement angoissant. Et plus encore, ces décès qui, au cours de la première vague, mais se succédaient à une vitesse phénoménale. Il faut éviter d'utiliser des mots, enfin des termes à connotation émotionnelle ou excessif, enfin excessif dans l'expression, mais oui, il y a quand même un enchaînement de décès qui était totalement inhabituel et qui les a profondément traumatisés, mais les docteurs aussi. Hein. Il faut imaginer à un moment, Thibaut, c'est qu'on interdisait, tout ça était, tout le secteur était mis en quarantaine, hein, c'était du confinement total, les familles n'avaient absolument pas le droit de donner, de rendre visite à leurs parents, et quand les patients décédaient, tout était fait à toute allure pour que les corps soient emballés et envoyés à la morgue immédiatement. Et les familles ne revoyaient plus leurs parents. Voilà, la dernière fois qu'ils l'avaient vu, c'était quand ils n'étaient pas bien à la maison, qu'ils les avaient amenés dans un service d'accueil des urgences ou fait venir le SAMU ou les pompiers. Et puis, c'était la dernière fois qu'ils l'avaient vu. J'ai le souvenir d'avoir fait des constats de décès et derrière, les équipes infirmières et soignantes faisaient les soins de corps et puis emballaient et tiraient la fermeture éclair. J'entends encore le bruit de la fermeture éclair. On ferme le sac, excusez-moi du terme, on ferme le sac et puis ça. Et puis, et puis le corps part à la morgue et c'est fini. Et voilà, il y a des gens qui ont vu que le cercueil, et encore, Thibaut, parce qu'il y a des enterrements qui ont été faits sans, entre guillemets, sans témoin, enfin, pas entre guillemets, sans témoin. C'est hallucinant. En vrai, c'est invraisemblable, je trouve. Aujourd'hui, je trouve que c'est surréaliste d'avoir fait tout ça comme ça. Je ne l'accepte pas. Ouais, tu l'acceptes pas. Ouais. Et comment tu nous as dit donc avant le Covid que tu ne supportais pas qu'on abandonne les gens en fait Oui, à leur mort ou qu'ils oui. meurent solitairement. Comment ça s'est passé pendant le Covid du fait justement de ces restrictions? Comment les équipes ont pu accompagner ces patients Ils ne les ont avec pas ces mesures? accompagnés. En vrai, et pour rester sur ta question, sur l'approche des aides-soignantes et des infirmières, elles ont été complètement traumatisées, perturbées, angoissées par ce qu'elles vivaient. Elles ont détesté, me semble-t-il, justement, cet abandon, cet isolement contraint qui faisait que les patients partaient les uns derrière les autres sans qu'il y ait le moindre moment de recueillement,
sans qu'il y ait la moindre visite possible par les parents. Et elles ont très mal vécu ça. Et ce qui a un peu transformé les choses, Thibaut, c'est l'amélioration des connaissances qui nous a permis de faire mieux pour les patients et d'éviter beaucoup de décès. Là, j'ai senti, à titre personnel, dans notre propre unité, donc je peux pas me permettre de parler pour les autres, loin de là, ça les a apaisés, me semble-t-il, de voir qu'on avait fait des progrès. Et que là où, encore une fois sur deux, on perdait un patient, pardon, excuse-moi, on perdait un patient, eh ben, on en sauvait beaucoup plus. Excuse-moi. Oh là là, ça prouve que je parle trop. Pardon. Donc ça les a... J'ai senti, notamment à la 3e vague, qu'elles étaient beaucoup plus calmes et sereines. Elles avaient pris d'abord, il y avait une routine de surveillance des patients, mais plus que ça, elles sentaient bien que cette routine servait à quelque chose parce que derrière, on modifie un peu nos stratégies de traitement et que derrière, ces modifications étaient suivies d'améliorations, Thibaut. C'est ça qui leur a fait du bien. Dans le fond, elles étaient extrêmement angoissées, comme nous tous, hein, franchement, parce qu'elles sentaient bien qu'on était impuissants en vrai. La première vague, on était totalement impuissants. Voilà, et c'était pas acceptable. Donc, la ressource, ça a été de participer à ce progrès thérapeutique et de trouver et de construire les solutions ensemble, en fait. Exactement, me semble-t-il, Thibaut. Ouais. Pour sauver, tu comprends, quand tu es démuni, tout est angoissant. Voilà. Tu sais qu'il n'y aura pas d'action efficace. Par la suite, j'ai senti que les équipes se sentaient beaucoup moins démunies. Elles sentaient qu'il y avait du progrès dans le soin. Ça leur a fait du bien. Mais il y en a beaucoup qui ont quitté le navire, hein, Thibaut. Hein. Beaucoup qui n'ont pas supporté. Ouais. Il y a dans le prorata de ton équipe, entre les médecins et les paramédicaux, suite à tout ce que vous avez vécu, qui est quelque chose de vraiment d'exceptionnel, hein, mais évidemment qui n'a pas pu vous, enfin, comme tu le dis, qui vous a traumatisé. Combien de médecins ou de paramédicaux ont, comme tu dis, quitté le navire, ont changé de métier ou changé de lieu d'exercice? Alors, les médecins, ça n'a pas été le cas, mais les médecins, j'ai senti un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que là où beaucoup se proposaient pour venir nous aider dans l'unité Covid, tu vois, par exemple, les rhumatologues n'étaient pas directement concernés, leur secteur d'hospitalisation n'avait pas été réquisitionné pour faire du Covid. Spontanément, ils se sont proposés pour venir nous aider. Je dis les rhumatologues, mais les neurologues aussi, hein, vraiment, hein, tout l'hôpital, Thibaut. Là où ça a changé, c'est, je pense qu'ils étaient épuisés et qu'ils sont restés, après la première vague, ils sont restés sur le sentiment d'impuissance que nous avions montré, dont nous avions fait l'expérience au moment de la première vague. Et ça les avait, je pense, un peu rendus désabusés. Et quand, pour la 2e et 3e vague, il a fallu trouver des collègues pour venir nous donner un coup de main, ça a été un peu plus compliqué. Et ça n'a pas été, tu vois, enfin, une participation volontaire. Autant la première vague, tu sentais bien que c'était volontaire, vraiment. Mes camarades voulaient participer au travail. Autant la 2e et 3e vague, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient moins impliqués. Ça les avait un peu épuisés, la première vague. Ça les avait, je sais pas, ils se sentaient un peu désabusés. Voilà. Les aides-soignantes et les infirmières, oui, il y en a qui ont changé qui ont quitté le métier, hein, clairement. Et d'autres, par contre, que j'avais trouvé assez timorées et distantes, se sont beaucoup plus impliquées les 2e et 3e vagues.
tout à l'heure, je te disais, excuse-moi, c'est pas que je saute du coq à l'âne, Thibaut, mais c'est aussi un peu pour illustrer ce que je viens de te dire à propos de l'état d'esprit de mes collègues. Et ce que je voudrais, c'est qu'on ne croit pas que je, que je fais un reproche quelconque. Pas du tout. Mais pas du tout. Parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi moi, je m'y suis remis. Euh, c'est pas un reproche du tout. Je le comprends parfaitement. Parfaitement. Il y a eu un moment extraordinaire à l'hôpital Lariboisière, en tout cas, c'est celui que je connais, c'est que un peu avant la fin de la première vague, quand tout ça commençait à se calmer, que le confinement était encore effectif, qu'on n'avait absolument pas le droit de se réunir où que ce soit, c'était interdit. Les docteurs de l'hôpital, en bons rebelles qu'est le docteur habituellement, espèce moi, je pense que la rébellion, c'est un peu une marque de fabrique du docteur. Et on avait décidé de se rassembler dans la cour centrale de l'hôpital Lariboisière, tous les docteurs, parce qu'on avait besoin de se parler. Parce qu'on avait besoin, tous les docteurs qui avaient fait du Covid, on avait besoin de se voir dans un autre environnement que ces salles d'hospitalisation pleines de patients Covid en situation critique. On avait besoin de se parler. Et plus que ça, je pense qu'on avait besoin de se dire tout le respect qu'on avait les uns pour les autres, d'avoir été là pour nous et nous pour eux, pour chacun d'eux, à un moment critique. Tu sais, la première vague, pour moi, a été très belle parce que tout le monde était disponible pour tout le monde. Ça, c'est extraordinaire. Tout le monde était disponible pour tout le monde. On t'appelait, on disait j'ai besoin de toi pour faire une écho. Ah mince, j'ai besoin de toi pour ceci. J'ai besoin de. Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Et c'était toujours oui. Il n'y a aucun problème. Quand tu veux, maintenant. Voilà. Et ben nous, on a eu besoin de ça à la fin de la première vague. Et c'était un très beau moment. On a bu un coup tous ensemble au milieu de la cour. Autant dire qu'on nous a envoyé personne pour nous disperser. Et ça, je ne l'ai plus retrouvé à la deuxième et troisième vague. Je sentais que les docteurs étaient un peu désabusés. Voilà. C'est mon approche, c'est ma vision de la situation. La première vague, Thibaut, je disais souvent aux uns et aux autres, vous voyez, vous savez maintenant pourquoi à 15 ans, vous avez voulu faire médecine. À 15 ans, vous vous imaginiez sauver les vies, sauver les gens, sauver le monde. Eh bien, la vie nous a donné l'occasion d'être en adéquation totale avec notre regard d'adolescent ou de jeune homme ou de jeune femme quand on voulait faire médecine. Voilà. C'est le Covid. Je remercie le Covid de ça, Thibaut. Il m'a donné l'occasion de vivre ça. Il faut que je le remercie. Nous devons remercier le ciel de nous avoir. C'est peut-être horrible ce que je dis. Non, 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 mais on comprend bien qu'avec tout ce que vous avez subi et ce que tu as subi et tes équipes aussi. Alors, Jean-Philippe, j'aurais attaqué une troisième partie un petit peu de cette interview. C'est évidemment, bon, tu es soignant, cardiologue, etc., mais tu es aussi une personne. Et comme toute personne, tu as été confronté à des décès de gens que tu aimais. Tu nous as parlé de ton épouse. Est-ce que tu fais un lien avec, est-ce qu'il y a eu des liens qui se sont tissés ou est-ce que des choses qui t'ont aidé ou au contraire d'aider, t'ont impacté en fait dans ta gestion de tes patients sur ta vie personnelle et ces décès personnels? Ma question était que tu es un humain, un homme, même si tu es docteur, donc tu as une vie personnelle où tu as eu des décès douloureux, comme tu nous as parlé du décès de ton épouse. Et est-ce qu'il y a eu à un moment des liens ou des expériences qui ont pu t'aider dans un sens comme dans l'autre, ou alors dans le sens inverse, tu vois, la communication entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle sur ton expérience de la mort a été défavorable. Est-ce que tu peux... Non, je sais pas bien répondre à cette question-là, Thibaut, parce que je, mon impression première, et je pense qu'il faut toujours presque
donner de l'importance à sa première impression. Comme disait Talleyrand, la première impression est la bonne, surtout si elle est mauvaise. Il parlait de l'impression que pouvait te faire l'autre. Mon impression, c'est que oui, au fond de moi, mes expériences personnelles, par exemple, mon expérience avec ma propre mère, mon expérience avec mon épouse que j'ai perdue maintenant il y a 10 ans et que j'ai essayé d'accompagner. Probablement tout ça, mais il n'y a pas que ça, hein, mais c'est 2 événements marquants dans ma vie personnelle. Je pense que d'une façon ou d'une autre, elles m'ont forgé, elles font ce que je suis, et probablement sans que de façon inconsciente, je reproduis des comportements qui relèvent de mes expériences personnelles. Mais si tu me demandes le détail précis, je suis incapable de le dire. Je pense que je fais comme on m'a construit et comme les événements, les épreuves de la vie ont permis de me construire, en bien comme en mal, Thibaut, voilà. Et j'espère, alors c'est très personnel, je vais dire, j'espère que, et enfin voilà, ma mère et ma femme ont trouvé au moment important de leur vie ce qu'elles attendaient de moi. Voilà. Et donc, j'essaye de faire ça, j'essaye de faire ça pour les autres, qu'ils trouvent en moi ce qu'ils attendent. Je veux dire, comme mes patients m'ont fait confiance, je veux je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent me faire confiance jusqu'au bout. Voilà, voilà ce que je crois profondément. La confiance, c'est un mot très important, ça, la confiance. Tu le sais, Thibaut. La confiance que les gens nous font, c'est intangible, impossible à expliquer. Tu ne peux pas dire pourquoi les gens te font confiance. Mais quand ils te font confiance, euh, il faut aller jusqu'au bout de leur... Il ne faut jamais trahir leur confiance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas trahir la confiance des gens. Ça c'est une chose terrible. Je ne veux pas trahir la confiance des gens. Et je vais te donner encore un exemple. Je me rappelle une de mes patientes âgées qui m'avait fait jurer que je serais là le jour de son enterrement. Écoute-moi bien, Thibaut, le hasard de la vie m'a permis de respecter ma parole. Mon épouse était hospitalisée dans notre service et cette patiente était également au même moment hospitalisée dans le service. J'allais perdre quelques jours plus tard mon épouse et quelques jours avant de la perdre, un soir, cette patiente décède. Et je vais pour partir, je viens de sortir de la chambre de mon épouse et je vais partir. Et au moment où je vais prendre l'ascenseur, son fils se précipite pour m'arrêter et me dit « Maman va mourir ». Et je suis revenu dans sa chambre parce que j'ai eu un moment d'hésitation, Thibaut. J'ai eu un moment d'hésitation. Et je me suis dit « Non, c'est pas possible. Non, il faut qu'on me laisse tranquille. Il faut qu'on me laisse tranquille. » Et je te donne ma parole d'honneur, j'ai pensé ça. Il faut qu'on me laisse tranquille. Et puis, je n'ai pas dit ça, hein, je l'ai pensé profondément, intensément. Et puis, en un quart de seconde, enfin, je dis un quart de seconde, il ne faut pas faire caricatural, mais je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu avais promis. Et je suis retourné dans sa chambre. Et tu sais quoi? C'est moi qui ai constaté son décès, parce qu'au moment où je suis rentré dans sa chambre, elle a poussé son dernier soupir. Et c'est moi qui ai fait le constat de décès, Thibaut. Et je suis allé jusqu'au bout. Elle m'avait demandé d'être là au moment où elle partirait. Il est vrai que je n'ai pas été à l'enterrement, mais j'étais là au moment où elle est partie, Thibaut. Et je me suis trouvé moins mauvais que d'habitude. Voilà. Voilà. Ce que je dis est vrai. Vrai.
Ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est cette réalité-là que j'ai vécue, Thibaut. Je ne dis pas que je suis exceptionnel, Thibaut. C'est ce que je veux qu'on comprenne, si quelqu'un m'écoute, c'est que les tout premiers mots que tu m'as fait dire, c'est-à-dire je ne veux pas abandonner les gens, cet exemple-là permet d'illustrer mes propos. C'est pas des mots qui recouvrent des notions abstraites. C'est ma vie. Voilà, c'est ma vie, Thibaut. Mais Merci beaucoup. je ne veux pas qu'on entende que je me trouve exceptionnel. Je m'aime beaucoup, hein, il faut, bien sûr. Mais c'est pas ça. C'est ce que je voudrais, c'est qu'il faut qu'on transmette ça, Thibaut. C'est ce que tu fais là, en vrai. Ce que tu fais là, c'est de transmettre des expériences pour que les autres soient meilleurs encore qu'ils ne le sont. C'est très beau ce que tu fais là, en réalité. Merci, mais je crois que si tu veux, l'objectif c'est de libérer la parole en fait, hein, comme tu le dis, hein, il faut que la parole libère, hein, et c'est clair qu'il y a beaucoup de soignants en souffrance également. Et je crois que ton témoignage aussi, pour nos jeunes collègues, peuvent les aider aussi J'espère, Thibaut. voilà. Et c'est en prenant soin des soignants, notamment sur ce point, je pense qu'on peut les aider à prendre encore mieux soin de leurs patients, en fait. Et c'est une chaîne, en fait, mais qu'il faut que les soignants aillent bien pour qu'ils puissent bien prendre en charge les patients. Et évidemment, et ce qui est très beau aussi, c'est la relation de confiance que tu décris et qui est à la base, en fait, de notre alliance thérapeutique et du soin. Exactement. Et du soin. Exactement, Thibaut. Nous sommes tous fragiles, Thibaut. Je ne veux pas faire de paraphrase de ce que tu viens de dire, mais nous sommes tous fragiles. Et nous avons tous besoin, à un moment ou un autre, de l'autre pour nous aider à, à passer par-dessus nos difficultés. Voilà. Il faut accepter d'être fragile, mais il faut aussi accepter d'aller vers les autres pour être aidé. Il faut pas se renfermer sur soi-même. Voilà. Et pour la 10e fois, toi et moi, on va répéter la même chose. La parole libère. Il faut parler, 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 parler. Voilà. C'est un très bon médicament, Thibaut. C'est un très bon médicament. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et puis C'est moi merci qui te à remercie, ceux Thibaut. qui nous ont écoutés. À très bientôt, Thibaut. Merci encore. Voilà. Merci à toi. Attends.